bon, je pense que d'une part, si certains étaient inquiets sur le fait qu'il nous reste beaucoup à faire pour le 200e anniversaire, nous sortons de là tout à fait rassurés. Vous nous avez soulevé plus de problèmes. Enfin, j'allais dire que vous avez abordé de solutions. Non, ça serait faux. Mais enfin, vous nous avez montré qu'il reste encore beaucoup à faire. Et d'abord, merci de ce travail absolument fabuleux, notamment des cartes. C'est très excitant pour la suite. Bien, qui souhaite, je crois que par ailleurs, les interventions s'articulaient parfaitement les unes les autres, et donc peut-être que ça soulève d'ailleurs des problèmes ou des questions ou des débats entre vous. Donc, qui souhaite la parole, soit parmi les intervenants pour une autre intervention, soit peut-être d'abord dans la salle. Je vois rien, je vous préviens. Donc oui, allez. Alors, il faut... Merci. Donc, bonjour, et puis merci pour toutes ces présentations insolites, aussi pour des gens comme moi qui découvrent aussi un petit peu la commune. J'ai une première question, c'est la butte aux cailles qui semble sur une carte un petit peu décentrée. C'est peut-être une fausse impression qui semble un petit peu décentrée par rapport aux arrondissements sur lesquels vous avez insisté. Quelle est l'origine finalement de ce qui a pu se passer? Alors, les principaux éléments de la butte aux cailles et pourquoi il s'est passé des choses particulières et pourquoi parle-t-on de la butte aux cailles alors que c'est un petit peu, ça semble décentré du 18e, du 20e, enfin de Montmartre, etc. Voilà. Jean-Louis ou Michel ou qui veut, mais Jean-Louis, c'est quasiment chez toi. Oui, mais alors là, c'est un peu de la triche, parce que c'est quand même un hasard si c'est à la butte aux cailles que se trouve le siège actuel des Amis ES et Amis de la Commune de Paris. Donc évidemment, ça crée tout de suite un sentiment que la commune a été importante, puisque le siège même des Amis est juste à côté même. Là, c'est un petit peu moins le hasard, parce que les deux sont liés, que se trouve la place de la Commune de Paris. Dernière inauguration d'un lieu, d'ailleurs, par Tibéri. C'est amusant, c'est le dernier lieu qu'il a inauguré, la dernière rue, place de Paris. Ce fut la place de la Commune, avec Toubon, qui était à l'époque maire du 13e arrondissement, qui avait beaucoup fait pour cette place. Mais c'est Tibéri lui-même qui est venu faire le dernier discours de sa carrière politique de maire en inaugurant cette place. Et le discours était assez gratiné. Bon, donc je passe là-dessus, mais ça crée sans doute un sentiment qu'il s'y est passé des choses. Puis après, il y a le deuxième élément qui est toujours resservi sur la butte aux cailles, c'est le lieu de défense où Wróblewski a tenu une journée entière face à l'avancée de Versailles, donc un des derniers points de résistance de l'aile gauche de l'armée de la Commune. Voilà, donc c'est souvent ces deux points qui font qu'on parle comme ça de la butte aux cailles. Et puis il y a aussi des restaurants qui ont tous le nom viennent de la chanson de Jean-Baptiste Clément, Le Temps des Cerises, etc. 3 restaurants qui reprennent la chanson de Jean-Baptiste Clément sur 300 mètres de distance. Donc voilà, ça donne un sentiment, mais tout ça c'est quand même beaucoup une construction. Après, autre chose serait qu'effectivement ce quartier existe déjà, qu'il y avait des communards qui y habitaient dans les différentes rues de la butte aux cailles, et qui pourrait poser la question en général, mais ça c'est encore autre chose, du 13e arrondissement et de ce qu'a été la commune dans un arrondissement extrêmement pauvre, extrêmement ouvrier, qui était le 13e arrondissement. Alors là, on pourrait dire beaucoup de choses, évidemment, sur la particularité des communes dans un arrondissement extrêmement populaire et très particulier, qui a été le 13e arrondissement. Mais sur la butte aux cailles même, voilà, il y a une sorte d'image. C'est pour ça qu'on pose toujours la question sur la butte aux cailles. Mais c'est voilà. Après, on peut discuter sur le vue de la commune dans le 13e arrondissement, mais je ne crois pas que c'était le sens exact de votre question. Qui d'autre?
Je ne vois pas de main qui se lève. La même personne. Eh bien, alors, écoutez, continuez. Alors, oui, merci. Une autre question que je me suis posée, c'est donc au tout début de l'intervention de Michel Cordillo, c'est bien ça, où vous distinguiez le politique qui était attribué à l'hôtel de ville et, si je n'ai pas fait d'erreur dans mes notes, le comité central de la garde nationale qui, au moins d'après ce que j'ai compris au début, s'attribuait la question militaire. Et non, ça, je vais peut-être pas bien. Et donc, est-ce qu'il y a un moment où le comité central de la garde nationale a commencé à prendre le pas et à vouloir aussi parler de politique, puisque finalement, on pourrait penser que le militaire est censé être aux ordres du politique. Enfin, c'est un petit peu comme ça, quoi. Oui, on peut le sentir. Voilà. Mais c'est une question ouverte. Oui, mais c'est là qu'il faut tenir compte de la chronologie. Parce que la commune est élue et installée, elle est élue le 26, elle est installée le 28 mars. Et la révolution a lieu le 18. Et qu'est-ce qui fait la révolution ? C'est la garde nationale. C'est la garde nationale. Donc la garde nationale revendique pour elle d'avoir fait la révolution que nous avons faite. Et effectivement, le comité central, au début, va un petit peu se mêler de politique, tout en disant qu'il ne s'en mêle pas. Il y a une célèbre affiche qui commence « Si nous étions le gouvernement », bon, ce que sous-entendu, ils ne le sont pas, mais qu'en fait, ils voudraient bien être tout en ne voulant pas. Et donc, dans cette période de flottement, effectivement, le comité central s'occupe un peu de politique. Et à partir du moment où la commune prend le relais, commune démocratiquement élue, d'ailleurs, le comité central se considère aussi tout aussi démocratiquement élu, puisqu'il est l'émanation des bataillons où règne une forme de démocratie directe. Donc là, on entre dans un conflit de légitimité, effectivement, et le comité central a de plus en plus de mal à accepter la direction de la commune. Alors il y a toutes sortes de débats qui sont à la fois politiques et militaires. Quelle armée de la commune ? Faut-il confier l'armée de la commune à des militaires professionnels comme Cluseret et surtout Rossel qui tente d'instaurer une discipline militaire classique en quelque sorte, et donc la garde nationale rue dans les brancards, et en fait le conflit de légitimité, et même des fois, enfin à la fin surtout le conflit tout court, va courir tout le long de la commune. Je vous renvoie aux travaux de Pierre-Henri Zedman dans le dictionnaire, qui a fait un long article sur la garde nationale, et où il explique très bien. Alors la garde nationale va finir effectivement par prendre le pouvoir, mais c'est-à-dire au moment où il n'y a plus de pouvoir à prendre, quoi. C'est dans les 3 derniers jours de la commune, où la lutte est désespérée, où la commune a complètement disparu. Il n'y a plus que quelques élus qui sont là, et qui sont en général aussi aux barricades. Et le comité central prétend prendre le pouvoir, mais il ne contrôle plus rien et il est trop tard. Donc voilà, c'est aussi l'histoire d'un conflit de légitimité, tout ça. Et c'est le comité central qui essaye de justifier sa position en disant « écoutez, nous on a fait la révolution, on vous laisse le politique, mais nous on s'occupe du militaire ». Sauf que la commune ne l'entend pas non plus de cette oreille. Deux dernières questions. La question s'adresse peut-être plus à M. Delermoz. C'est sur la question des usurpations de fonctions. Vous avez en plus mentionné Bernstein au début, et je me demandais s'il y avait un lien à faire entre ce que Bernstein appelle l'excès de protagonisme, en fait, même la prévarication, et est-ce que on a déjà discuté du protagonisme en mode mineur qui marche pendant la commune. Peut-être rappeler que c'est la conscience des révolutionnaires de pouvoir exercer une influence concrète non seulement sur leur histoire, mais l'histoire avec un grand H, si on veut. Est-ce que les usurpations de fonction ressemblent à un excès de protagonisme, un protagonisme excessif, disons? C'est une bonne question. Ça dépend des cas. C'est toujours la même chose. La différence entre la Commune et la Révolution française, c'est que la Révolution française,
c'est la première fois qu'un événement de cette ampleur-là a lieu. Donc le fait que des gens qui auparavant ne s'intéressent pas aux politiques aient d'un seul coup l'impression de rentrer dans l'histoire et d'être des acteurs de cette histoire a une intensité qui est extrêmement forte. Toutes les autres révolutions du 19e siècle ont quand même pour passer ce premier moment révolutionnaire, d'où le fait que l'intensité de cette découverte du politique soit en mode mineur. Donc c'est la même chose pour les usurpations de fonctions en fait. Certaines fonctions vont être, alors usurpation de fonction c'est le terme juridique versaillais, hein, donc appropriation de fonctions vont être le fait de militants. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de protagonisme en fait. C'est des gens qui s'étaient préparés à ça, qui vont appliquer, qui vont mettre en œuvre au fond un programme politique un peu plus structuré que d'autres. Dans d'autres cas, c'est simplement des gens du quartier à qui la population va demander de devenir receveur des postes ou commissaire pour simplement se protéger à une échelle locale. Et puis dans d'autres cas, on a effectivement un phénomène un peu plus protagonistique, c'est-à-dire de gens qui s'intéressent à la politique mais de façon un peu éloignée, qui à l'occasion de la commune estiment qu'ils doivent devenir des acteurs en fait de cette révolution en train de se faire. Un des plus bels exemples que j'ai trouvé, c'est celui d'un tapissier qui s'appelle Lubet dans le quartier des Ipénettes dans le 17e arrondissement, qui devient commissaire de police du 17e arrondissement et qui donc exerce une police qui répond à ce que lui appelle le bon droit. Donc c'est la façon dont les ouvriers considèrent ce qui est juste, hein, qui est très fort dans le Paris populaire des années 1860, mais même auparavant. Et donc c'est intéressant parce qu'il a laissé toutes ses archives, donc on le voit dire au nom du bon droit. Et le principe du bon droit, c'est qu'on essaie de négocier jusqu'au bout. Au lieu d'appliquer une règle, on négocie, on trouve un arrangement. Et s'il n'y a pas d'arrangement, à ce moment-là, la force intervient, mais il n'a pas de force, parce que s'il s'oppose à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui, il n'a pas les moyens en réalité de l'arrêter directement, ou alors il faut passer par la garde nationale. Donc, le bon droit est un peu une façon logique dans ce cadre-là d'exercer le droit. Mais voilà quelqu'un qui ressemblera à cet excès de protagonisme, qui se découvre acteur d'un monde plus juste parce que répondant à ce que lui estime être le bon registre du droit. Donc on a un peu tous ces cas de figure-là dans Paris. Moi, je vais te poser une question. Si vous avez plusieurs avoir parlé des églises et que Quentin a parlé des rejeux entre les révolutions, je voulais savoir si ces clubs qui s'installent dans des églises parisiennes, ils choisissent particulièrement des églises qui avaient déjà accueilli des clubs pendant la Révolution française notamment. Je veux bien commencer, puis je pense que Jean-Louis Robert complétera sans aucune difficulté. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'une part, il y a un saut, c'est-à-dire qu'en 1848, on n'a pas ce phénomène d'anticlérical, c'est-à-dire que la commune redécouvre des actes d'anticléricalisme qui viennent de la Révolution française, mais ils ont un sens un petit peu différent, puisque l'anticléricalisme s'est beaucoup développé dans les années 1860 avec tout un discours de science. Donc c'est une résurgence qui est un petit peu décalée dans le nouveau contexte. Alors il y a la mémoire des églises qui avaient déjà été détruites sous la Révolution française. Ce qui est quand même intéressant, c'est que le Second Empire, qu'un historien qui s'appelle Jacobi-Boudon avait appelé la capitale religieuse du Second Empire, enfin Paris qui est capitale religieuse du Second Empire, a d'une part rénové un certain nombre d'églises, en a créé d'autres. Et donc du coup, en fait, les communards s'attaquent aussi à ces nouvelles églises. Hein, donc il y a une espèce de confusion des temporalités. En s'attaquant à une église, on s'attaque à la fois, ce que j'ai tout à l'heure, à la religion. On remobilise la mémoire de 1789-1793 et en même temps, on détruit au fond ce qui était associé au Second Empire et donc à un ordre à la fois impérial et religieux. Donc on a un petit peu cette condensation-là. Après, la situation de chaque église, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est pour ça que je vais te laisser la parole tout de suite, varie en fonction de chacun des quartiers. Parce que dans certains quartiers, les paroissiens vont réussir à s'opposer à l'intervention des gardes nationaux. Dans d'autres cas, c'est le contraire, etc. Mais les églises du Second Empire sont aussi concernées. Pour celle-là ? Oui, non, je pense que effectivement, ils occupent beaucoup des églises qui ont été occupées pendant la Grande Révolution, parce que beaucoup de ces églises jouent un rôle absolument essentiel dans le cœur de Paris, et les clubs sont quand même pour l'essentiel dans le cœur de Paris. C'est-à-dire qu'il y a aussi partie des dimensions spatiales qui a été montré déjà par certains travaux, que une partie, mais pas tous,
des habitants des périphéries profitent, entre guillemets, profitent de la commune pour aller dans le centre. Et certains clubs qui fonctionnaient d'ailleurs pendant le siège et qui étaient assez actifs dans les arrondissements périphériques périclitent pendant la commune parce qu'on veut aller dans le cœur de Paris. Et dans le cœur de Paris, ce sont les églises historiques, évidemment, qui sont là. Donc on réinvestit effectivement les lieux de... alors après, il faut rappeler quand même aussi que dans la conception de la commune, les églises appartiennent à la ville. Hein. Mais de toute façon, c'est normalement depuis la Révolution française, mais pas seulement les églises. C'est souvent oublié, c'est que l'article 3 de la séparation du décret de la séparation de l'Église et de l'État indique que tous les biens des congrégations, c'est un article absolument essentiel, tous les biens des congrégations, en fait, ça veut dire ça, sont réappropriés par la municipalité. C'est municipalisé. Ça leur donne le droit d'aller aussi en tout cas, ils se donnent le droit d'aller aussi dans les établissements religieux donc c'est pas que les églises qui sont concernées, mais là encore c'est des géographies extrêmement variées. Ils se donnent aussi le droit d'aller occuper les couvents. Alors il y a des raisons militaires parfois, mais aussi de les considérer comme leur bien. C'est clairement indiqué. Alors normalement ils devaient faire une enquête précise sur les biens des congrégations, les couvents, etc. Vu ce qu'on a vu sur la façon dont ça fonctionne, c'est que. Mais il ne faut pas oublier que c'est pas seulement les églises qui sont concernées, c'est aussi les plus anciennes, mais celles qui ont été construites sous Haussmann, l'haussmannisation religieuse. C'est très important d'occuper ces églises qui étaient monumentales. Je pense dans le 14e, si vous voyez l'église qui est au carrefour d'Alésia et qu'on voit quand on rentre dans Paris, d'un côté l'avenue du Maine, de l'autre l'avenue du Général Leclerc, elle est là, elle est plantée, on voit Paris. Elles ont été construites comme ça sous le Second Empire de façon monumentale et ils accordent beaucoup d'importance à ces églises. Mais aussi, alors ça suscite énormément de conflits, il faut penser qu'ils se donnent le droit. Alors ça choque terriblement, mais vous venez là, ah non, mais ça c'est aussi des biens du peuple. Ça fait des années que rien n'a été payé de ce que vous auriez dû, etc. Ça nous appartient. Alors on peut tolérer ou non que vous restiez faire vos cours, que vous gardiez vos enfants, etc. Ça se joue de façon extraordinairement diversifiée. Est-ce que vous restez, est-ce que vous partez, etc. Mais c'est aussi à nous. Donc c'est vraiment une politique générale qui consiste à dire Notre-Dame, c'est à nous. Voilà, Notre-Dame, c'est à nous. Les objets qui sont dedans sont à nous. C'est à la ville. Donc, c'est pas des vols. Si on les prend et si on en fait un inventaire, c'est pas un vol puisque c'est à nous. Voilà. Donc et bien sûr, le cœur de Paris, là où il y aura le plus grand nombre de clubs, ils ont le plus besoin des églises. Ils en ont moins besoin dans certains endroits où il y a moins de clubs. Ça aussi, ça joue beaucoup dans l'occupation des territoires et dans les décisions. Il n'y a pas de grand club dans le 16e, alors déjà les habitants ils ne sont pas très favorables. Pourquoi aller occuper une église du 16e arrondissement? Donc on va pas le faire. Mais il y a des endroits où on en a impérativement besoin. Il y a une part de fonctionnalisme qui fait qu'aussi il faut le faire. Mais il y a aussi cet héritage. Voilà, prendre le centre de Paris, c'est prendre Paris.